ça va très bien, même si je suis un peu fatiguée avec mon travail. Parce que les enfants sont un petit peu rebelles cette année. Mais sinon ils sont très mignons. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée. Lecture chuchotée. Lecture chuchotée. Ah, je suis désolée si t'entends mon ventre. Avec l'accord de Joël Dicker, aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture du chapitre 9. Donc dans le précédent chapitre, c'était un chapitre consacré à Jenny, donc la fille de la patronne du Clarks. Elle a raconté à Marcus son premier rendez-vous avec Harry Kéber, à quel point elle était stressée et combien sa mère était également stressée. On a pu aussi découvrir que Nola était malheureuse parce que Harry est assez distant avec elle et elle ne le supporte pas. Et d'ailleurs il l'a laissée en pleurs. Bon allez, c'est parti pour la lecture du chapitre 9. Chapitre 9. Chapitre 23. Ceux qui l'avaient bien connu. Et les personnages, de qui vous inspirez-vous pour vos personnages? De tout le monde. Un ami, la femme de ménage, l'employé au guichet de la banque. Mais attention, ce ne sont pas ces personnes elles-mêmes qui vous inspirent. Ce sont leurs actions. Leur façon d'agir vous fait penser à ce que pourrait faire l'un des personnages de votre roman. Les écrivains qui disent qu'ils ne s'inspirent de personne mentent, mais ils ont bien raison de le faire. Ils s'épargnent ainsi quantité d'ennuis. Comment ça? Le privilège des écrivains, Marcus, c'est que vous pouvez régler vos comptes avec vos semblables par l'intermédiaire de votre bouquin. La seule règle est de ne pas les citer nommément. Jamais de nom propre. C'est la porte ouverte au procès et au tourment. À combien sommes-nous dans la liste? 23. Alors ce sera le 23e, Marcus. N'écrivez que des fictions. Le reste ne vous attirera que des ennuis. Le dimanche 22 juin 2008, je rencontrai pour la première fois le révérend David Kellergan. C'était un de ces jours d'été grisâtres, comme il ne peut y en avoir qu'en Nouvelle-Angleterre, où la brume de l'océan est si épaisse qu'elle reste accrochée à la cime des arbres et au toit.
Vous êtes de la police? Non, je suis écrivain. Pourriez-vous couper la musique ou baisser un peu le volume? Impossible. Je n'éteins pas la musique, mais nous pouvons aller au salon si vous voulez. Il me fit entrer par le garage. La pièce avait été entièrement transformée en atelier au milieu duquel trônait un modèle de collection de Harley-Davidson. Dans un coin, un vieux pick-up relié à une chaîne stéréo faisait résonner des standards de jazz. Je m'étais attendue à être mal reçue. J'avais pensé que le père Kellergan, après avoir été harcelé par les journalistes, aspirait à un peu de tranquillité. Il se montra au contraire très aimable. Malgré mes nombreux séjours à Aurora, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il ignorait visiblement mes liens avec Harry et je me gardais bien de les mentionner. Il nous prépara 2 verres de thé glacé et nous nous installâmes dans le salon. Il avait gardé ses lunettes de protection vissées sur ses yeux, comme s'il devait être prêt à retourner à sa moto à tout moment. Et on entendait toujours cette musique assourdissante en arrière-fond. J'essayais de me représenter cet homme 33 ans plus tôt, lorsqu'il était le dynamique pasteur de la paroisse Saint-James. « Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Coleman ?» me demanda-t-il après m'avoir dévisagé avec curiosité. « Un livre. » « Je n'en sais trop rien, révérend. Je cherche surtout à savoir ce qui est arrivé à Nola. Ne m'appelez pas révérend. Je ne suis plus révérend. Je suis désolé pour votre fille, monsieur. » Il sourit de façon étonnamment chaleureuse. « Merci. Vous êtes la première personne à me présenter vos condoléances, monsieur Coleman. Toute la ville parle de ma fille depuis 2 semaines. Tous se précipitent sur les journaux pour connaître les derniers développements. Mais il n'y en a pas un seul qui vienne ici pour savoir comment je vais. Les seuls gens qui sonnent à ma porte, à part des journalistes, sont des voisins qui se plaignent du bruit. Les pères en deuil ont bien le droit d'écouter de la musique, non? Parfaitement, monsieur. Alors, vous écrivez un livre? Je ne sais plus si je suis capable d'écrire. Écrire bien, c'est si difficile. Mon éditeur m'a proposé d'écrire un livre à propos de cette affaire. Il dit que ça relancerait ma carrière. Seriez-vous opposé à l'idée d'un livre à propos de Nola? Il haussa les épaules. Non, si ça peut aider les parents à être plus prudents. Vous savez, le jour où ma fille a disparu, elle était dans sa chambre. Moi, je travaillais dans le garage avec de la musique. Je n'ai rien entendu. Lorsque j'ai voulu aller la voir, elle n'était plus dans la maison. La fenêtre de sa chambre était ouverte. C'était comme si elle s'était évaporée. Je n'ai pas su veiller sur ma fille. Écrivez un livre pour les parents, monsieur Coleman. Les parents doivent prendre grand soin de leurs enfants. Que faisiez-vous dans le garage ce jour-là? Je retapais cette moto, la Harley, que vous avez vue. Jolie machine. Merci. Je l'avais ramassée à l'époque chez un carrossier de Montbury. Il disait qu'il ne pourrait plus rien en tirer et il me l'a cédé pour 5 $ symboliques. Voilà ce que je faisais lorsque ma fille a disparu. Je m'occupais de cette foutue moto. Vous vivez seule, ici? Oui, ma femme est morte il y a longtemps. Il se leva et m'apporta un album de photographies. Il me montra Nola petite et sa femme, Louisa. Ils avaient l'air heureux. Je fus étonnée de la facilité avec laquelle il se confia, alors qu'au fond, il ne me connaissait pas. Je crois qu'il avait surtout envie de faire revivre un peu sa fille. Il me raconta qu'ils étaient arrivés à Aurora à l'automne 1969, en provenance de Jackson, Alabama, où malgré une congrégation
cette magnifique petite ville tranquille. David Kellergan s'était félicité de son choix. Comment pouvait-il imaginer que c'était là que, 6 ans plus tard, sa fille unique allait disparaître? « Je suis passé devant votre ancienne paroisse, dis-je. C'est devenu un McDonald's. » Le monde entier est en train de devenir un McDonald's, monsieur Goldman. Mais qu'est-il arrivé à la paroisse? Pendant des années, elle se portait à merveille. Puis, il y a eu la disparition de Manola, et tout a changé. Enfin, une seule chose a changé. J'ai cessé de croire en Dieu. Si Dieu existait vraiment, les enfants ne pourraient pas disparaître. Je me suis mis à faire n'importe quoi, mais personne n'a osé me mettre à la porte. Peu à peu, la communauté s'est de nouveau dispersée. Il y a 15 ans, la paroisse d'Aurora a fusionné avec celle de Montbury, pour des raisons économiques. Ils ont vendu le bâtiment. Les fidèles vont à Montbury maintenant le dimanche. Après la disparition, je n'ai plus jamais été en mesure de reprendre mes fonctions, même si je n'ai officiellement démissionné que 6 ans plus tard. La paroisse me verse toujours une pension, et elle m'a cédé la maison pour une bouchée de pain. David Kellergan me décrivit ensuite les années de vie heureuse et insouciante à Aurora, les plus belles de sa vie selon lui. Il se rappelait ces soirs d'été où il autorisait Nola à veiller pour lire sous la marquise. Il aurait voulu que les étés ne finissent jamais. Il me raconta également que sa fille mettait consciencieusement de côté l'argent qu'elle gagnait au Clarks tous les samedis. Elle disait qu'avec cette somme, elle irait en Californie pour devenir une actrice. Lui-même était si fier d'aller au Clarks et d'entendre combien les clients et la mère Queen étaient satisfaits d'elle. Pendant longtemps, après sa disparition, il s'était demandé si elle était partie en Californie. « Pourquoi partie ?» demandai-je. « Vous voulez dire qu'elle aurait fugué ?»« Fugué? Pourquoi aurait-elle fugué ?» s'indigna-t-il. « Et Harry Kéber, vous le connaissez bien ?»« Non, à peine. Je l'ai croisé quelquefois. »« À peine, m'étonnai-je. Pourtant vous habitez la même ville depuis plus de 30 ans. »« Je ne connais pas tout le monde, monsieur Goldman. Et puis, vous savez, je vis plutôt reclus. Est-ce que tout ceci est la vérité? Harry Kéber et Nola. A-t-il écrit ce livre pour elle? Qu'est-ce que ce livre signifie, monsieur Goldman? Pour être très franc avec vous, je crois que votre fille aimait Harry et que c'était réciproque. Ce livre raconte l'histoire d'un amour impossible entre deux personnes qui ne sont pas issues de la même classe sociale. « Je sais !» s'écria-t-il. « Je sais! Mais alors quoi? Kéber a remplacé perversion par classe sociale pour se donner une dignité. Et il a vendu des millions de bouquins. Un bouquin qui raconte des histoires obscènes avec ma fille, avec ma petite Nola, que toute l'Amérique a lu et a magnifié. » Le révérend Kellergan s'était emporté. Ces derniers mots avaient été prononcés dans un accès de violence que je n'aurais jamais pu soupçonner de la part d'un homme d'apparence si frêle. Il se tut un instant et tourna en rond dans la pièce, comme s'il avait besoin d'évacuer sa colère. La musique hurlait toujours en arrière-fond sonore. Je lui dis « Harry Kéber n'a pas tué Nola. »« Comment pouvez-vous en être si sûr ?»« On n'est jamais sûr de rien, monsieur Kellergan. C'est pour ça que l'existence est parfois si compliquée. » Il eut une moue. « Que voulez-vous savoir, monsieur Goldman? Si vous êtes ici, c'est que vous devez avoir des questions à me poser. » J'essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Le soir, votre
reconnaissance. Je demandai ensuite à pouvoir visiter la chambre de sa fille. Il m'y escorta en gardien de musée, m'ordonnant surtout ne toucher à rien. Depuis la disparition, il avait laissé la pièce intacte. Tout était là. Le lit, l'étagère remplie de poupées, la petite bibliothèque, le pupitre sur lequel étaient étalés pêle-mêle des stylos, une longue règle en fer et des feuilles de papier jauni. C'était du papier de correspondance, le même que celui sur lequel avait été écrit le mot à Harry. Elle trouvait ce papier dans une papeterie de Montbury, m'expliqua le père lorsqu'il vit que je m'y intéressais. Elle l'adorait. Elle en avait toujours sur elle. Elle l'utilisait pour ses notes, pour laisser un mot. Ce papier, c'était elle. Elle en avait toujours plusieurs blocs de réserve. Il y avait également rangé dans un coin de la chambre une Remington portable. C'était la sienne, demandai-je. La mienne, mais elle s'en servait aussi. L'été de la disparition, elle l'utilisait très souvent. Elle disait qu'elle avait des documents importants à taper. Il lui arrivait même régulièrement de l'emporter hors de la maison. Je lui proposais de l'emmener, mais elle ne voulait jamais. Elle partait à pied, la traînant à bout de bras. La chambre était donc telle qu'elle au moment de la disparition de votre fille. Tout était exactement dans cette disposition. Cette pièce vide, c'est celle que j'ai vue en venant la chercher. La fenêtre était grande ouverte et un vent léger faisait s'agiter les rideaux. Vous pensez que quelqu'un s'est introduit dans sa chambre ce soir-là et l'a emmené de force? Je ne saurais pas vous dire. Je n'ai rien entendu, mais comme vous pouvez le voir, il n'y avait aucune trace de lutte. La police a retrouvé un sac avec elle, un sac avec son nom frappé à l'intérieur. Oui, on m'a même demandé de l'identifier. C'était mon cadeau pour son 15e anniversaire. Elle avait vu ce sac à Montbury un jour où nous y étions ensemble. Je me rappelle encore la boutique dans la rue principale. J'y étais retournée le lendemain pour l'acheter et j'avais fait frapper son nom à l'intérieur chez un sellier. J'essayais d'étayer une hypothèse. Mais alors, si c'était son sac, c'est qu'elle l'a pris avec elle. Et si elle l'a pris, c'est qu'elle partait quelque part, non, monsieur Kellergan? Je sais que c'est dur à imaginer, mais pensez-vous que Nola ait pu s'enfuir? Je ne sais plus, monsieur Coleman. La police m'a déjà posé la question, il y a 33 ans, et de nouveau il y a quelques jours. Mais il ne manque aucun objet ici. Ni vêtements, ni argent, rien. Regardez, sa tirelire est là, sur son étagère, toujours pleine. Il se saisit d'un pot à biscuits sur un rayonnage supérieur. Regardez, il y a 120 $. 120 $. Pourquoi les aurait-elle laissés ici, si elle avait fugué? La police dit qu'il y avait ce maudit bouquin dans son sac. Est-ce que c'est vrai? Oui. La question continuait à danser dans ma tête. Pourquoi Nola aurait-elle fui sans emporter ni vêtements ni argent? Pourquoi n'aurait-elle emporté que ce manuscrit? Dans le garage, le disque termina de jouer sa dernière plage et le père se précipita pour le remettre au début. Je ne voulais pas le déranger plus longtemps. Je le saluai et m'en allai, prenant au passage une photographie de la Harley-Davidson. De retour à Kuskov, j'allais boxer sur la plage. À ma grande surprise, je fus bientôt rejoint par le sergent Gallowwood, qui arriva dans la maison. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, et je ne le remarquai que lorsqu'il me tapota les épaules. « Vous êtes en forme ?» me dit-il en contemplant mon torse nu, essuyant sa main pleine de ma sueur sur son pantalon. J'essaie de me maintenir. Je sortis mon enregistreur de ma poche pour l'éteindre. Un lecteur de mini-disque, fit-il de son ton désagréable. Savez-vous qu'Apple a révolutionné le monde et qu'on peut désormais stocker la musique de façon quasi illimitée sur un disque dur portable qu'on appelle iPod? Je n'écoute pas de la musique, sergent. Qu'est-ce que vous écoutez en faisant votre sport alors? Peu importe. Dites-moi plutôt ce qui me vaut l'honneur de votre visite. Un dimanche de surcroît. J'ai reçu un appel du chef d'Omne. Il m'a raconté l'incendie de vendredi soir. Il est inquiet et je dois avouer que je ne lui donne pas tort.
foutu hors de votre bureau. Ce n'est pas faux. Je vous offre une bière, sergent. Il eut une brève hésitation, puis il accepta. Nous remontâmes à la maison et j'allai chercher 2 bouteilles que nous bûmes sur la terrasse. Je racontais comment ce vendredi-là, en rentrant de Grand Beach, j'avais croisé l'incendiaire. Impossible de le décrire, dis-je. Il était masqué. C'était une silhouette et de nouveau ce même message. Goldman, rentre chez toi. Ça fait le 3e. Le chef d'homme ne m'en a parlé. Qui sait que vous menez votre propre enquête? Tout le monde. Je veux dire, je passe ma journée à poser des questions à tous ceux que je rencontre. Ça pourrait être n'importe qui. Vous pensez à quoi? Quelqu'un qui ne voudrait pas que je creuse cette histoire? Quelqu'un qui ne voudrait pas que vous découvriez la vérité à propos de Nola? Comment avance votre enquête d'ailleurs? Mon enquête? Parce que vous vous y intéressez à présent? Peut-être. Disons que votre cote de crédibilité est montée en flèche depuis qu'on vous menace pour vous faire taire. J'ai parlé au père Kellergan. C'est un brave type. Il m'a montré la chambre de Nola. Je me doute que vous l'avez visitée aussi. Oui. Alors, si c'est une fugue, comment expliquez-vous qu'elle n'ait rien emporté avec elle? Ni vêtements, ni argent, ni rien. Parce que ce n'était pas une fugue, me dit Gail Hollywood. Mais alors, si c'était un enlèvement, pourquoi n'y aurait-il pas de traces de lutte? Et pourquoi aurait-elle emporté ce sac avec ce manuscrit? Il aurait suffi qu'elle connaisse son meurtrier. Peut-être même vivaient-ils une relation ensemble. Il sera alors apparu à sa fenêtre, comme il le faisait peut-être parfois, et il l'aura convaincu de le suivre. Peut-être juste pour faire quelques pas dehors. Vous parlez de Harry, là? Oui. Donc quoi? Elle prend le manuscrit et sort par la fenêtre. Qui vous dit qu'elle a emporté ce manuscrit? Qui vous dit qu'elle a jamais eu ce manuscrit entre les mains? Ça, c'est l'explication de Kébert, sa façon de justifier la présence de son manuscrit avec le cadavre de Nola. Durant une fraction de seconde, j'hésitais à raconter ce que je savais à propos de Harry et Nola, qu'ils devaient se retrouver au Seaside Motel et s'enfuir. Mais je préférais ne rien dire pour le moment, pour ne pas nuire à Harry. Je demandais simplement à Gail Wood. Alors, quelle est votre hypothèse? Kébert a tué la gamine et a enterré le manuscrit avec elle, peut-être à cause des remords. C'était un livre sur leur amour, et leur amour l'avait tué. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a une inscription sur le manuscrit. Une inscription? Quelle inscription? Je ne peux pas vous dire. Confidentiel. Oh, arrêtez vos conneries, sergent. Vous m'en avez trop dit ou pas assez. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière le secret de l'enquête quand ça vous arrange. Il soupira, résigné. Il est écrit « Adieu Nola chérie ». Je restais sans voix. Nola chérie. N'était-ce pas comme cela que Nola avait demandé à Harry de l'appeler à Rockland? J'essayais de rester calme. Qu'allez-vous faire de ce mot? Demandai-je. Nous allons procéder à une expertise graphologique, en espérant qu'on puisse encore en tirer quelque chose. J'étais complètement troublée par cette révélation. Nola chérie, c'était exactement les mots prononcés par Harry lui-même, les mots que j'avais enregistrés. Je passais une partie de ma soirée à cogiter, sans savoir que faire. Sur le coup de 21h, je reçus un appel de ma mère. Apparemment, on avait mentionné l'incendie à la télévision. Elle me dit « Au nom du ciel, Marquis, vas-tu mourir pour la cause de ce diable criminel ?» Du calme, maman, du calme. On ne parle que de toi ici, et pas en très bons termes, si tu vois ce que je veux dire. Dans le quartier, les gens se posent des questions. Ils demandent pourquoi tu t'entêtes à rester avec ce Harry. Sans Harry, je ne serais jamais devenu le grand Goldman, maman. Tu as raison. Sans ce type, tu serais devenu le très grand Goldman. Depuis que tu as commencé à fréquenter ce type à l'université, tu as changé. Tu es le formidable Marquis. Tu te souviens, même la petite Madame Lang, la caissière du supermarché, me demande encore toujours comment va le formidable.
J'avais besoin d'un élément nouveau, une preuve tangible qui change le cours de l'enquête. Quelque chose qui puisse éclaircir ce puzzle abrutissant que j'essayais de résoudre et qui se limitait jusqu'à présent à Harry, un manuscrit et une gamine morte. À mesure que je réfléchissais, je fus envahi par une sensation étrange que je ne connaissais plus depuis longtemps. J'avais envie d'écrire. Écrire ce que je vivais, ce que je ressentais. Bientôt, des idées se bousculèrent dans ma tête. Plus qu'envie, j'avais besoin d'écrire. Cela ne m'était plus arrivé depuis 1 an et demi. Comme un volcan qui se réveillait soudain et s'apprêtait à entrer en éruption. Je me précipitai sur mon ordinateur portable. Et après m'être demandé un instant comment je devais commencer cette histoire, je me mis à taper les premières lignes de ce qui allait devenir mon prochain livre. Au printemps 2008, environ une année après que je fus devenue la nouvelle vedette de la littérature américaine, il se passa un événement que j'ai décidé d'enfouir profondément dans ma mémoire. Je découvris que mon professeur d'université, Harry Kéber, 67 ans, l'un des écrivains les plus respectés du pays, avait entretenu une liaison avec une fille de 15 ans, alors que lui-même en avait 34. Cela s'était passé durant l'été 1975. Le mardi 24 juin 2008, un grand jury populaire confirma le bien-fondé des accusations portées par le bureau du procureur et inculpa formellement Harry d'enlèvement et de double meurtre. Lorsque Ross me communiqua la décision du jury, j'explosai au téléphone. « Vous qui avez apparemment étudié le droit, pouvez-vous m'expliquer sur la base de quoi ils font de leurs âneries ?» La réponse était simple, sur le dossier de police. Et en notre qualité de défendeur, l'inculpation de Harry nous y donnait désormais accès. La matinée passée avec Ross à en étudier les pièces fut tendue, notamment parce qu'à mesure qu'il en égrenait les documents, il répétait « Oulala, c'est pas bon !»« C'est même pas bon du tout !» Je rétorquais « C'est pas bon, ça veut rien dire. C'est vous qui devez être bon, non ?» Et lui me répondait par des mimiques perplexes qui amenuisaient ma confiance en ses talents d'avocat. Le dossier regroupait des photographies, des témoignages, des rapports, des expertises, des comptes rendus d'interrogatoire, une partie des clichés datés de 1975, des photos de la maison de Deborah Cooper, puis son corps allongé sur le sol de la cuisine, baignant dans une mare de sang, et enfin l'endroit dans la forêt où avaient été retrouvées les traces de sang, les cheveux et les lambeaux de vêtements. On faisait ensuite un voyage dans le temps de 33 ans pour se retrouver à Gouskov, où l'on pouvait voir, gisant au fond du trou creusé par la police, un squelette en position fœtale, par endroits des lambeaux de chair encore accrochés aux os et quelques cheveux clairsemés sur le haut du crâne. Il était vêtu d'une robe à moitié décomposée et à côté se trouvait le fameux sac en cuir. J'eus un haut le cœur. « C'est Nola ?» demandai-je. « C'est elle. Et c'est dans ce sac qu'était le manuscrit de Kéber. Il y avait le manuscrit et rien d'autre. Le procureur dit qu'une gamine qui fugue ne s'enfuit pas sans rien. » Le rapport d'autopsie, lui, révélait une importante fracture au niveau du crâne. Nola avait reçu un coup d'une violence inouïe, qui avait fracassé l'os occipital
Adieu, Nola chérie. Ross s'embarqua dans une longue explication. Il estimait qu'utiliser ce manuscrit comme principale preuve à charge contre Harry était une erreur grossière de la part du bureau du procureur. Une expertise graphologique allait avoir lieu, et aussitôt que le résultat serait connu, il était convaincu qu'il innocenterait Harry. Le dossier s'effondrerait comme un château de cartes. C'est la pièce maîtresse de ma défense, me dit-il triomphant. Avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin d'aller jusqu'au procès. Mais que se passerait-il si l'écriture était authentique comme étant celle de Harry, demandai-je. Rose me dévisagea avec un drôle d'air. Pourquoi diable le serait-elle? Je dois vous informer de quelque chose de grave. Harry me racontait qu'il était parti une journée à Rockland avec Nola et qu'elle lui avait demandé de l'appeler Nola chérie. Ross devint blême. Il me dit « Vous comprenez que si, d'une façon ou d'une autre, il est l'auteur de ce mot ?» Et avant même de terminer sa phrase, il rassembla ses affaires et m'entraîna sur la route de la prison d'État. Il était hors de lui. À peine entré dans la salle de visite, Ross brandit le manuscrit sous le nez de Harry et s'écria « Elle vous a dit de l'appeler Nola chérie ?» « Oui, répondit Harry en baissant la tête. Mais vous voyez ce qui est écrit là, sur la première page de votre foutu manuscrit. Quand comptiez-vous me le dire, bordel de merde? Je vous assure que ce n'est pas mon écriture. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas tué Nola. Nom de Dieu, vous le savez, non? Vous le savez que je ne suis pas un tueur de gamine. Ross se calma et s'assit. Nous le savons, Harry, dit-il, mais toutes ces coïncidences sont troublantes. La fugue, ce mot, et moi je dois défendre vos fesses face à un jury de bons citoyens qui auront envie de vous condamner à mort avant même l'ouverture du procès. Harry avait très mauvaise mine. Il se leva et tourna en rond dans la petite salle en béton. Le pays est en train de se lever contre moi. Bientôt tout le monde voudra ma peau, si ce n'est pas déjà le cas. Les gens emploient à mon égard des mots dont ils ne saisissent pas la portée. Pédophile, pervers, détraqué. Ils salissent mon nom et brûlent mes livres. Mais vous devez savoir, et je vous le répète pour la dernière fois, je ne suis pas une espèce de maniaque. Nola a été la seule femme que j'ai jamais aimée. Et pour mon malheur, elle n'avait que 15 ans. L'amour, merde, ça ne se commente pas. Mais on parle d'une fille de 15 ans, s'emporta Ross. Harry eut une mine dépitée. Il se tourna vers moi. Vous pensez la même chose, Marcus? Harry, ce qui me trouble, c'est que vous ne m'aviez jamais parlé de tout ça. Depuis 10 ans que nous sommes amis, vous n'avez jamais mentionné Nola. Je pensais que nous étions proches. Mais au nom du ciel, qu'aurais-je dû vous dire? Ah, mon cher Marcus, au fait, je ne vous ai jamais dit, mais en 1975, en débarquant à Aurora, je suis tombée amoureux d'une fille de 15 ans, une gamine qui a changé ma vie, mais qui a disparu 3 mois plus tard, un soir de la fin de l'été, et je ne m'en suis jamais vraiment remis. Il donna un coup de pied dans une des chaises en plastique et l'envoya valser contre un mur. Harry, dit Ross, si ce n'est pas vous qui avez écrit ce mot, et je vous crois comme vous le dites, avez-vous une idée de qui cela peut être? Non. Qui savait pour vous Enola? Tamara Quinn affirme qu'elle s'en doutait depuis toujours. Je ne sais pas. Peut-être que Nola a parlé de nous à certaines de ses amies. Mais estimez-vous probable que quelqu'un ait été au courant, poursuivit Ross. Il y eut un silence. Harry avait un air triste et brisé qui me déchirait le cœur. Allons, insista Ross pour le pousser à parler. Je sens bien que vous ne me dites pas tout. Comment voulez-vous que je vous défende si vous me cachez certaines informations?
bientôt toute la ville le saura. Petit aparté, mais ça me fait penser à Desperate Housewives. Voilà. Quelqu'un était donc au courant pour Harry et Nola. Quelqu'un qui avait gardé le silence pendant 33 ans. Durant les 2 jours qui suivirent, je m'efforçai d'interroger toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, auraient pu connaître Nola. Ernie Pincas, une fois de plus, me fut une aide précieuse dans cette entreprise. Ayant retrouvé dans les archives de la bibliothèque le yearbook du lycée d'Aurora, année 1975, il parvint à me dresser, grâce à l'annuaire et à Internet, une liste des coordonnées actuelles d'une grande partie de ceux des anciens camarades de classe qui vivaient encore dans la région. Malheureusement, cette démarche ne fut guère fructueuse. Tous ces gens avaient certes aujourd'hui la cinquantaine, mais ils n'avaient à me raconter que des souvenirs d'enfants, sans grand intérêt pour l'avancée de l'enquête. Jusqu'à ce que je réalise que l'un des noms de la liste ne m'était pas inconnu. Nancy Hathaway, celle dont Harry m'avait dit qu'elle avait servi d'alibi à Nola lors de leur escapade à Rockland. D'après les informations fournies par Pincas, Nancy Hathaway tenait un magasin de couture et de patchworks, situé dans un complexe industriel un peu en dehors de la ville, sur la route 1, en direction du Massachusetts. Je m'y rendis pour la première fois le jeudi 26 juin 2008. C'était une jolie boutique à la devanture pleine de couleurs, coincée entre un snack et une quincaillerie. La seule personne que je trouvai à l'intérieur fut une dame dans le début de la cinquantaine, les cheveux grisonnants et courts. Elle était assise à un bureau, des lunettes de lecture sur les yeux, et après qu'elle m'eut salué courtoisement, je lui demandai « Êtes-vous Nancy Hathaway ?» « C'est moi-même, » répondit-elle en se levant. « Est-ce qu'on se connaît? Votre visage me dit quelque chose. »« Je m'appelle Marcus Coleman, je suis écrivain, » me coupa-t-elle. « Ça me revient maintenant. On dit que vous posez beaucoup de questions sur Nola. » Elle semblait sur la défensive. D'ailleurs, elle ajouta immédiatement « J'imagine que vous n'êtes pas là pour mes patchworks. » Effectivement, et il est également exact que je m'intéresse à la mort de Nola Kellergan. En quoi cela me concerne? Si vous êtes bien celle que je crois, vous avez très bien connu Nola, quand vous aviez 15 ans. Qui vous a dit ça? Harry Kéber. Elle se leva de sa chaise et se dirigea d'un pas décidé vers la porte. Je pensais qu'elle allait me demander de partir, mais elle apposa le panneau fermé contre la vitrine et poussa le loquet de l'entrée. Puis elle se tourna vers moi et me demanda « Votre café, monsieur Coleman, vous l'aimez comment ?» Nous passâmes plus d'1 heure dans son arrière-boutique. Elle était bien la Nancy dont m'avait parlé Harry, l'amie de Nola à l'époque. Elle ne s'était jamais mariée et elle avait conservé son nom. « Vous n'avez jamais quitté Aurora ?» lui demandai-je. « Jamais. Je suis beaucoup trop attachée à cette ville. Comment m'avez-vous trouvé ?»« Internet, je crois. Internet fait des miracles. » Elle acquiesça. « Alors, me demanda-t-elle, qu'est-ce que vous voulez savoir au juste, monsieur Coleman? »« Appelez-moi Marcus. J'ai besoin que quelqu'un me parle de Nola. » Elle sourit. Nola et moi étions dans la même classe à l'école. Nous nous étions liés dès son arrivée à Aurora. Nous habitions presque à côté, sur Terrace Avenue. Et elle venait souvent chez moi. Elle disait qu'elle aimait venir à la maison parce que j'avais une famille normale. Normale? Que voulez-vous dire? J'imagine que vous avez rencontré le père Kellergan. Oui. C'était quelqu'un de très strict. Difficile d'imaginer qu'il est une fille comme Nola. Intelligente, douce, gentille, souriante. C'est étrange ce que vous me dites à propos du révérend Kellergan, Madame Hathaway. Je l'ai rencontré il y a quelques jours et il m'a donné l'impression d'un homme plutôt doux. Il peut donner cette impression, du moins en public. Il avait été appelé à la rescousse pour remonter la paroisse de Saint-James qui tombait à l'abandon, après avoir, paraît-il, fait des miracles en Alabama. Effectivement,
j'ai pas envie d'en parler. C'est Cody, le gars de seconde qui te faisait du gringue. J'en étais sûre que tu en pinçais pour lui. Qu'est-ce que ça fait de fréquenter un type de seconde? Mais c'est un con, non? C'est un super con. Tu sais, c'est pas parce qu'il est dans l'équipe de basketball que c'est un chic type. C'est avec lui que t'es parti samedi passé. Non. Qui est-ce alors? Oh allez, dis-moi. Vous avez couché ensemble? T'as déjà couché avec un garçon? Non, ça va pas à la tête. Je me garde pour l'homme de ma vie. Mais avec qui étais-tu samedi? C'est quelqu'un de plus âgé, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, il ne m'aimera jamais. Personne ne m'aimera jamais. Elles arrivèrent à Grand Beach. La plage n'était pas très belle, mais il n'y avait jamais personne. Surtout les marais qui vidaient 3 mètres d'océan à chaque fois laissaient des piscines naturelles dans les grands rochers creux que chauffait le soleil. Elles s'aimaient s'y prélasser. La température de l'eau y était beaucoup plus agréable que celle de l'océan. Comme la plage était déserte, elles n'eurent pas à se cacher pour mettre leur maillot de bain, et Nancy remarqua que Nola avait des hématomes sur les seins. « Nola, c'est affreux, qu'est-ce que tu as là ?» Nola cacha sa poitrine. « Ne regarde pas. Mais j'ai vu, tu as des marques. C'est rien. » « Ce n'est pas rien, qu'est-ce que c'est ?»« Maman m'a frappée samedi. »« Quoi? Ne dis pas de sottises. C'est la vérité, non. C'est elle qui me dit que je suis une méchante fille. »« Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? »« C'est la vérité, pourquoi personne ne veut me croire ?» Nancy n'osa plus poser de questions et changea de sujet. Après leur baignade, elles allèrent chez les Hathaway. Nancy s'empara du baume de pharmacie dans la salle de bain de sa mère et en appliqua sur les seins meurtris de son amie. « Nola, dit-elle, pour ta mère, je crois que tu devrais aller parler avec quelqu'un. Au lycée, peut-être que Madame Saunders, l'infirmière. » « On oublie ça, Nancy, s'il te plaît. » En repensant à son dernier été avec Nola, Nancy eut les larmes aux yeux. « Que s'était-il passé en Alabama ?» demandai-je. « Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais su. Nola ne me l'a jamais dit. » Est-ce lié à leur départ? Je ne sais pas, j'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne sais pas. Et ce chagrin d'amour, saviez-vous de qui il s'agissait? Non, répondit Nancy, je me doutais qu'il était lié à Harry. J'avais cependant besoin de savoir si elle-même le savait. Mais vous étiez au courant qu'elle voyait quelqu'un, dis-je. Si je ne me trompe pas, c'était l'époque où vous vous serviez d'alibi mutuel pour aller voir des garçons. Elle esquissa un sourire. Je vois que vous êtes bien renseignée. Les premières fois où nous l'avons fait, c'était pour aller passer une journée à Concorde. Pour nous, Concorde, c'était la grande aventure. Il y avait toujours quelque chose à y faire. Nous avions l'impression d'être des grandes dames. Ensuite, nous avons remis ça, moi pour aller seule sur le bateau de mon petit ami de l'époque. Et elle pour... Vous savez, à l'époque, je me doutais déjà que Nola voyait un homme plus âgé. Elle m'en parlait à demi-mot. Donc vous saviez pour elle et Harry Kéber? Elle répondit spontanément. Mon Dieu, non. Comment ça, non? Vous venez de me dire que Nola voyait un homme plus âgé. Il y eut un silence gênant. Je compris alors que Nancy avait connaissance d'une information qu'elle n'avait aucune envie de partager. Qui était cet homme? Demandai-je. Ce n'était pas Harry Kéber, hein? Madame Hathaway, je sais que vous ne me connaissez pas, que je débarque comme ça, et que je vous force à fouiller dans votre mémoire. Si j'avais plus de temps devant moi, je ferais les choses mieux.